voudrais vous parler du cas de l'hébreu. C'est une langue qui est bien malheureuse à bien des titres. J'ai assisté hier soir à la synagogue de la rue Copernic, de l'Union libérale israélite de France, à une conférence, un entretien avec Amos Oz, un des grands écrivains israéliens encore en vie à l'époque. Et il parlait en hébreu et on traduisait en français après. Alors il y avait quand même à peu près 300 personnes qui étaient des gens qui pratiquaient, qui étaient pratiquants, soit dans cette synagogue, soit dans une autre synagogue libérale, il y a d'autres synagogues libérales, et finalement, et puis d'autres. Et donc il y avait une certaine pratique, une certaine fréquentation de l'hébreu, et on voyait bien que lorsque Amos Oz parlait en hébreu, il n'y a aucune réaction. Il faisait une plaisanterie, personne ne riait. Il fallait attendre que la traductrice, d'ailleurs très brillante dans son genre, rende le texte en français pour que la salle réagisse. Mais c'était assez étonnant. Il y avait en fait personne dans la salle, à peu près, y compris le rabbin lui-même qui imposait des questions. Personne, en quelque sorte, ne m'a donné l'impression de réagir aux propos de Amos Oz tant qu'ils étaient tenus par lui-même en hébreu. Deuxième observation, quand Amos Oz s'exprimait en hébreu, il lui arrivait souvent d'employer des mots qui n'étaient pas de l'hébreu. Et que donc, c'est quand on aurait pu comprendre quelque part. Je me souviens même d'une séquence où il a utilisé 3 ou 4 adjectifs qui étaient français, en tout cas, qui étaient, oui, on peut dire français d'origine. Et puis il y avait cette formule, par exemple, qui était assez amusante. Il comparait son œuvre, son livre à de la musique de chambre. Et pour dire musique de chambre en hébreu, il employait l'expression musica kamérite. Je pense que Ben Yehuda a dû se retourner dans sa tombe quand s'il avait pu entendre la façon dont Amos Oz s'exprimait en hébreu un siècle après. En hébreu, enfin entre guillemets. Et en plus un écrivain. Alors évidemment, je n'ai pas étudié, j'ai pas eu l'occasion d'étudier le texte hébreu des ouvrages d'Amos Oz. Donc, ce serait une étude à faire, comme j'ai fait dans beaucoup d'autres cas. J'ai pas étudié le français dans la langue de Herzl, par exemple, ou de Marx. Et puis, je ne parle pas d'autres cas, bien sûr. Mais je sais d'expérience, en écoutant notamment les journaux parlés, les journaux télévisés israéliens, à quel point les intervenants, les interlocuteurs, ne se privent pas d'employer des mots qui sont entrés dans la langue hébraïque, tout comme des mots français sont entrés dans la langue anglaise, proportion gardée. Et moi qui ai appris l'hébreu il y a 50 ans, à partir de 67, à l'époque on n'employait pas de mots étrangers à l'hébreu. Enfin, je ne me souviens pas d'en avoir en utilisé, c'était extrêmement peu fréquent. Et donc l'hébreu est une langue qui était complètement spécifique. Aujourd'hui, quand on entend des Israéliens parler, on peut repérer, on peut identifier des mots qu'on comprend.
Ça peut être un avantage quelque part, ça crée une ouverture. L'hébreu n'est plus dans son ghetto puisque lui-même il utilise des mots étrangers. Mais néanmoins, pour une langue, ça n'est pas forcément un bon signe, un signe de santé, quoique les avis puissent être partagés à ce sujet. Troisième observation, quelle est l'utilisation de l'hébreu? Alors, en France, il est utilisé comme langue morte dans les synagogues, dans les prières. Et là encore, il ne faut pas attendre des gens qui lisent ces prières de nous expliquer ce que signifie tel ou tel mot. Même les jeunes qui préparent leur bar mitzvah, je l'ai déjà signalé dans d'autres interventions, n'ont même pas un véritable vocabulaire en hébreu. Ils connaissent globalement le sens de ce qu'ils disent, mais c'est tout. C'est-à-dire que là aussi, c'est une langue qui est mal traitée, qui est mal aimée. Et puis, pour terminer, je dirais, alors ce qui est amusant, c'est que donc, comme je le disais, Amos Oz parle en hébreu devant un public qui lit l'hébreu, qui parle, entre guillemets, l'hébreu lors des offices, mais qui ne comprend pas l'hébreu. Et d'ailleurs, quand je parle à des amis, des gens de ce statut de l'hébreu, personne ne comprend. Qu'est-ce que c'est que cette langue qu'on apprend à lire, mais qu'on ne comprend pas? Ce qui est un paradoxe pour l'hébreu, qui est justement normalement, en dehors des contextes liturgiques et bibliques, une langue qui s'écrit sans les voyelles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas lire l'hébreu sans connaître la langue. Mais là, on a inversé l'esprit de l'hébreu. On peut lire l'hébreu sans connaître la langue hébraïque. Ou en la connaissant que sous son angle alphabétique. Et pour terminer, je voulais dire qu'en Israël, l'hébreu n'est plus vraiment utilisé. J'exagère un petit peu. Je veux dire que c'est qu'il y a beaucoup de communautés linguistiques en Israël qui, et ça s'est aggravé d'ailleurs pour les Russes notamment, dans les années 70, il y a eu des Russes qui ont appris l'hébreu. J'ai épousé une femme qui a immigré en 70, 75, 74, 75, et qui a vraiment appris l'hébreu, qui a même fait une licence d'hébreu. Mais quand 20 ans plus tard, d'autres, après la fameuse dislocation de l'URSS au début des années 90, 91, etc., d'autres flots d'immigrés juifs sont arrivés. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre l'hébreu, puisqu'ils avaient des gens sur place avec lesquels ils pouvaient parler en russe. Et par conséquent, ces russophones hébraïsants ont évité aux nouveaux russophones d'apprendre l'hébreu. Puisque, au fond, pourquoi apprendre une langue quand il y a une société qui parle la même langue sur place? De même qu'un Français qui arrive à Jérusalem aujourd'hui, il peut très bien ne pas apprendre l'hébreu parce qu'il y a suffisamment de gens qui parlent le français, qui viennent de France ou d'Afrique du Nord, pour que ce ne soit pas indispensable. Sans parler des radios qui sont dans différentes langues, des radios israéliennes qui s'expriment en hébreu, en français, en anglais, tout ce qu'on voudra. Donc voilà la situation assez attristante de l'hébreu. Et d'ailleurs, à cette réunion d'hier soir, je suis tombé sur une dame roumaine et je lui dis oui, en France, alors je lui dis qu'on a du mal en France avec les gens qui ont des accents parce que, ça c'est ma thèse, le français a besoin d'une certaine qualité de langue, qualité de musique pour être audible, pour être entendu, et que la plupart des étrangers qui parlent le français, même ils le parleraient parfaitement, ils ne le parlent pas parfaitement. Moi je dis que quelqu'un qui ne parle pas avec la rythmicité, la tonalité, la musicalité d'une langue, ne parle pas parfaitement une langue. Là aussi, il faudrait savoir ce qu'on entend par parler parfaitement une langue. Si parler parfaitement une langue, c'est savoir la lire, non. Mais si parler parfaitement une langue, c'est savoir simplement la parler, effectivement, mais en trahissant sa musicalité, je dis non. Et alors elle me répond, mais en Israël, il y a beaucoup plus de tolérance à la façon dont on peut parler l'hébreu. Je lui dis, mais écoutez, Israël, c'est Israël, la France, c'est la France.
Et s'il y a bien une différence entre la France et Israël, c'est bien le statut de la langue. Hein. En France, quand on parle, dans la plupart des cas, quand on parle à quelqu'un en français, on a quelqu'un qui parle parfaitement le français, qui comprend parfaitement le français, qui comprend pas tous les détails. En Israël, on est dans l'approximation. Hein. Et moi-même, je dirais qu'à la limite, on n'est même pas encouragé à parler correctement la langue, puisque de toute façon, les gens en face de vous ne la parlent pas correctement, ou ne font pas trop attention, et ils sont dans une sorte de flou artistique. Bon, donc voyez-vous, la misère des langues est quelque chose d'intéressant, et de ce côté-là, le fait de pouvoir parler une langue pleinement, complètement, dans tous ces niveaux d'exigence, tant musicale que formelle, c'est un luxe que la France possède et que Israël n'a décidément pas la possibilité de revendiquer, parce qu'il y a quand même une forme d'échec. Enfin, le XXe siècle, on aurait pu imaginer que les religieux de la diaspora auraient appris l'hébreu moderne. On aurait même pu espérer que les prières juives auraient été rendues dans les synagogues en hébreu moderne. Eh bien non, le clivage entre le clivage qui existait à 150 ans, alors que l'hébreu moderne n'était pas encore complètement présent, bien qu'il y a eu la Scala, etc., enfin la Scala, enfin malgré tout, c'était pas ça. Eh bien ce clivage, il s'est approfondi, il s'est creusé. C'est la faute des structures associatives juives, aussi bien d'ailleurs laïques que religieuses, qui se sont contentés d'un minimum basique pour les jeunes qui voulaient apprendre l'hébreu, aussi bien d'ailleurs, puisque maintenant on célèbre aussi bien la confirmation religieuse chez les garçons bar mitzvah que chez les filles bat mitzvah. Donc il y a eu une occasion manquée, un ratage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va à la synagogue et qui chante tous les vendredis ou samedis en hébreu, on le débarque en Israël, il est complètement perdu. Complètement perdu. Il ne sait pas dire 3 mots. C'est incroyable. Donc voilà, l'hébreu est sinistré. En ce début du XXIe siècle, il y a un grave bilan à dresser.